Obligation, dette, action par l'entreprise, on est d'accord? Exactement. Disons qu'on est sur des niveaux de rendement obligataire qui sont quand même assez intéressants, qui sont au-dessus encore de la moyenne historique qu'on a pu avoir sur les 25 dernières années. C'est un peu comme si vous alliez à la banque, que vous preniez votre crédit à la banque et que tous les mois vous remboursez la banque. Bah là, la différence c'est que c'est vous la banque et que c'est la société qui fait appel à vos fonds. J'aime beaucoup ce parallèle. Pour toi, c'est un avantage en fait de savoir qu'on signe presque un contrat en avance et on sait vers quoi on va. Exactement. C'est que l'obligation, quand vous commencez à regarder un bilan d'entreprise, à ce moment-là, dans les priorités de remboursement qui doivent être opérées dans le cadre d'une situation compliquée d'une société, vous faites partie des premières personnes à être remboursées. La diversification reste le maître mot. Ouais, c'est à mon avis, et je reviens à cette logique d'asymétrie, c'est quelque chose d'assez capital au final. Okay. Est-ce que j'ai un intérêt à m'exposer à 100% sur le marché action, même si c'est la classe d'actifs historiquement qui a le plus de perf, aujourd'hui, alors que j'ai différentes alternatives, dont les obligations, où j'ai fait mon 5 ou 6 en 2025, avec une volatilité qui ne passe pas du tout la volatilité du marché action, et qui me permet de saisir des opportunités sur le marché action si jamais ça déraille. Aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va parler d'obligations. En effet, c'est un secteur qui plaît depuis quelques mois, même quelques années maintenant. On va parler de ça avec Axel Godet, notre expert financier maison du cabinet Bonnet Doyen Conseil, et Benjamin Bilouet de la société DNCA, qui est là en tant qu'expert des obligations. Benjamin, on va commencer déjà par te présenter, donc je te laisse te représenter. Ouais, bien sûr. Bonjour Jérémy, bonjour Axel. Donc je m'appelle Benjamin Bilouet, je représente la maison DNCA Finance. Je suis en charge du développement de l'offre sur la région parisienne et le reste de la France et notamment Monaco. Voilà, on est une équipe assez étoffée, on est une quinzaine. Et du coup, on est une société de gestion qui a été créée en 2000. On gère à la fois des actions, à la fois des obligations et le mix des deux, des fonds diversifiés. On gère 50 milliards d'euros d'encours sous gestion. On est à peu près autour de 180 personnes, basées à Paris. Toute la gestion est à Paris. On a 2 bureaux de vente en dehors de la France qui sont au Benelux et en Italie. Voilà un peu pour les quelques chiffres qui peuvent être intéressants. Toujours dans la partie obligation ou... Alors, en fait, non, pas spécifiquement la partie obligation. C'est-à-dire qu'une société de gestion, elle va avoir différentes stratégies. Elle va avoir des fonds actions purs, elle va avoir des fonds obligataires. Nous, on a développé chez DNCA une expertise assez poussée sur la partie obligataire, d'où ma venue aujourd'hui. Mais de manière générale, on a une expertise qui est un peu plus large en termes d'actifs, qui n'est pas forcément propre. Moi, je ne suis pas dans le cadre de la gestion. Je suis vraiment dans le cadre du développement et de la distribution de l'offre. Ok. Voilà. Merci Benjamin. Axel, on commence par expliquer déjà tout simplement qu'est-ce qu'une obligation et va-t-il falloir y investir pour l'année 2026 ou est-ce que c'est trop tard? Commençons déjà par dire tout simplement ce que c'est qu'une obligation. Alors une obligation, de manière hyper simple, c'est un titre de créance. Concrètement, alors on parle ici bien sûr d'obligations d'entreprise, à dissocier des obligations d'État, où on connaît tous, par exemple l'État français emprunte sur le marché obligataire, donc tu peux acheter de la dette de l'État français, allemand, américain, et c'est le fameux taux à 10 ans qu'on voit défiler sur les fiches et qui fait un peu polémique en ce moment. Les obligations d'entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est tu vas avoir de la dette d'entreprise. Donc contrairement à une action, tu n'as pas des parts dans la société, mais tu es un créancier. C'est comme quand une banque te fait un financement. En contrepartie, tu rembourses le crédit avec des intérêts et à l'issue de la période de détention sur une obligation d'entreprise, c'est entre 5 et 7 ans, tu récupères ton capital, sauf s'il y a eu un défaut de la société entre-temps. Donc c'est un des risques importants. Donc c'est bien différencié avec les actions. On les différencie d'un titre de créance vs titre de capital et aussi une des différences, c'est au niveau de la volatilité. Attention, ça dépend du type d'obligation et du type d'action, mais en théorie, la classe d'actifs d'obligataire, elle est moins volatile que les marchés actions. Et on a pu le voir sur les derniers éléments, sauf en 2022 où effectivement c'est une année spécifique, ça réagit moins que les actions en cas de troubles sur les marchés. Ok, obligation, dette, action par l'entreprise, on est d'accord? Exactement. Ok, Benjamin, est-ce que tu peux nous faire rapidement un panorama des marchés, un peu les tendances? Où est-ce qu'on en est sur le marché obligataire actuellement, concrètement? Ouais. Alors, on peut faire un panorama sur la situation actuelle, peut-être aussi sur l'historique, essayer de comprendre un peu l'actif en tant que tel, comment il a évolué, à quel moment il s'est créé. Je pense que c'est aussi intéressant de l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'il y a une libéralisation financière dans les années 90 et on a eu l'émergence sur le crédit de 2 classes d'actifs obligataires que sont l'investment grade et le high yield. Il faut savoir qu'à partir des années 2000, on a eu une accélération un petit peu des émissions, beaucoup plus sur l'investment grade, un peu moins sur le high yield. Et le high yield, ça s'est fait, il y a eu une croissance régulière, assez lente, qui a été quand même très violemment touchée lors de la crise des subprimes en 2008. Et du coup, on a eu un peu une restructuration de pas mal de boîtes high yield. On reviendra sur ce qu'est la différence entre investment grade et high yield. Mais voilà, donc c'est une classe d'actifs pour en avoir un peu une petite idée qui a commencé à émerger dans les années 2000 en Europe. Okay. Donc on a maintenant 25 ans de track, d'historique, de performance, de chiffres, de données, qui nous permettent aussi de pouvoir se situer actuellement
par rapport à cet environnement-là, ou par rapport aux 25 dernières années notamment qu'on a vécu. Donc si on fait un constat actuellement, disons qu'on est sur des niveaux de rendement obligataire qui sont quand même assez intéressants, qui sont au-dessus encore de la moyenne historique qu'on a pu avoir sur les 25 dernières années. On trouve que c'est une classe d'actifs qu'il faut avoir dans les portefeuilles, qui ne rémunère plus ce qu'elle a pu rémunérer à la sortie de l'année 2022, qui a été une vraie restructuration de l'actif obligataire avec une très forte hausse des taux sur cette année-là, mais qui rémunère toujours de manière assez intéressante et qui a encore, du point de vue de la maison DNCA évidemment, une place dans une allocation. En gros, ce qu'on attend à peu près d'un rendement investment grade, donc une société investment grade, c'est une société qui est notée par différentes agences de notation. Il y en a 3, Fitch, S&P et Moody's, qui sont américaines, et qui donc vont classer les sociétés. Souvent, ça commence avec des notes de triple A, et puis qui vont descendre jusqu'à la note de D, D pour défaut. Donc ça voudrait dire que la société qui a émis une dette fait défaut sur sa dette. Donc à un moment, doit être amenée à restructurer sa dette et de ne pas rembourser le créancier. Et donc la partie investment grade, c'est là ce qui fait partie des sociétés les mieux notées sur cette classification. Et on va de triple A jusqu'à triple B. Voilà. Le high yield commence à double B et descend ensuite jusqu'à la note de D. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, c'est comme ça qu'on fait la distinction entre les deux. Et que ce soit à la fois sur le high yield et sur investment grade, on estime qu'il y a encore évidemment des opportunités. Alors peut-être un peu plus sur l'investment grade actuellement, parce qu'on a un spread de crédit qui nous semble encore un peu plus intéressant que ce qu'on peut avoir sur le high yield. Mais je pense que ça, on l'abordera peut-être un peu plus tard lors de ce webcast. Ok, de ton côté, est-ce que si tu devais donner plusieurs avantages aux obligations, tu citerais lesquels ? Alors, Axel l'a justement dit, c'est-à-dire qu'il y a un côté coupon. Donc en fait, on paye un nominal à l'instant T. Donc l'entreprise récupère l'argent investi, le nominal, donc 1000 souvent ou 100. On touche un coupon régulièrement, donc on a quand même une visibilité sur les cash flows. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on a un yield to maturity qui nous permet de calculer le rendement qu'on aura à la maturité de l'obligation. Là où, en fait, quand on achète une part de société, il y a une fluctuation boursière qui est imprévisible. Donc disons que c'est un peu comme si vous alliez à la banque, que vous preniez votre crédit à la banque et que tous les mois vous remboursez la banque. Bah là, la différence, c'est que c'est vous la banque et que c'est la société qui fait appel à vos fonds. J'aime beaucoup ce parallèle. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est une manière de comprendre différemment un peu le fonctionnement d'une obligation. Et donc pour toi, c'est un avantage en fait de savoir qu'on signe presque un contrat en avance et on sait vers quoi on va. Exactement, exactement. Et tout l'enjeu, une nouvelle fois, c'est de réussir à sélectionner la société qui va respecter ce contrat. De manière générale, le taux de défaut, si je dois vous le donner sur les entreprises investment grade, je crois qu'on est à 0,8%, donc ça reste très 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 faible. Et le high yield, ça oscille entre 3 et 5%, donc ça reste très acceptable. Par contre, il y a une réelle asymétrie, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois, au mieux, vous allez gagner peut-être 10% sur un actif obligataire, s'il s'apprécie et que vous avez une volonté de la revendre, l'obligation avant son terme. Par contre, si vous avez un défaut et une restructuration de la dette, là, vous pouvez perdre jusqu'à 80% de votre investissement. Donc, cette asymétrie-là sur le marché obligataire, elle a souvent tendance à créer des portefeuilles qui sont très diversifiés en termes d'émetteurs pour justement réduire au maximum ce risque de défaut. D'où le risque de défaut qui est très faible au final dans des fonds obligataires ou dans des... Alors voilà, exactement. Si on doit revenir spécifiquement à une gestion active obligataire avec des gérants, c'est leur expertise, c'est leur capacité à aller sélectionner des sociétés de qualité qui n'ont pas fait de défaut. Et quand on parle de défaut, et je pense que c'est aussi important quand même de dédramatiser un peu la situation, un défaut, ça reste une dette qui est restructurée. C'est-à-dire qu'on est remboursé un pourcentage du PER, donc du montant qu'on a investi initialement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un défaut, vous ne perdez pas tout votre investissement. Et c'est là tout l'intérêt aussi de l'obligation. C'est que l'obligation, quand vous commencez à regarder un bilan d'entreprise, à ce moment-là, dans les priorités de remboursement qui doivent être opérées dans le cadre d'une situation compliquée d'une société, vous faites partie des premières personnes à être remboursées. C'est tout l'intérêt aussi de l'obligation, c'est que par rapport à un actionnaire, exactement, vous êtes en priorité en termes de remboursement versus l'actionnaire. Donc vous avez moins de risques de perdre et vous pouvez même avoir à un moment ou à un autre un actionnaire qui va, lui, perdre des parts de la société ou un pourcentage de la société pour le profit, au profit du créancier. Voilà. Est-ce que Axel, tu vas rajouter quelques risques liés aux obligations ? Ouais, puis c'est important aussi parce que tu vois, tu évoquais la partie défaut sur le high yield.
faut aussi voir qu'il y a beaucoup de fonds où la distinction entre l'investment grade et le high yield, elle est très faible, hein, notamment quand tu te rapproches du double B. Bon, bah, parfois, tu es juste au-dessus, juste en dessous. Donc, t'as des boîtes, grosso modo, qui ont à peu près le même niveau de risque, hein. Donc, ça aussi, c'est intéressant de regarder. Parce que sur les 3-4% de défauts, bah, tu as aussi beaucoup qui sont sur du C ou du D et moins sur du BB. En termes de risque, bah, y a le risque de défaut de l'émetteur qu'on a évoqué. Bon, bah, si l'émetteur fait faillite, tout simplement, ou ne peut plus rembourser, bon, bah, tu as une restructuration ou alors tu as carrément un défaut total si la boîte fait faillite. Tu as le risque de taux. Donc ça, on va parler d'une notion un peu spécifique, c'est la duration. Donc je l'explique de manière hyper simple. Grosso modo, c'est l'impact que va avoir l'évolution des taux sur le prix de ton obligation. Une obligation, ça a une durée entre 5, 7 ans, 10 ans. En fonction, les obligations d'État, c'est 10, voire 30 ans, voire 100 ans parfois. Donc c'est la durée qui te reste à tenir pour avoir le remboursement de ton capital et pendant laquelle tu vas devoir tes coupons. Donc plus cette duration est importante, plus tu vas être sujet aux variations des taux d'intérêt. Je m'explique. Aujourd'hui, tu achètes une obligation LVMH, par exemple, qui rapporte 2% en coupon. Et tu as une échéance de 7 ans. Un an plus tard, cette même obligation LVMH, donc avec les mêmes sociétés, donc avec le même risque sous-jacent, rapporte 5%. Parce qu'entre-temps, il y a eu une inflation et les taux ont monté. Donc mécaniquement, toi, tu es avec une obligation qui te rapporte 2%, tu as 6 ans à tirer encore à 2%, alors que ton petit copain, le voisin, il va acheter la même obligation, mais qui va rapporter 5%. Donc mécaniquement, ton obligation, elle va perdre de la valeur. Donc tu ne vas pas perdre de capital si tu détiens l'obligation jusqu'à l'échéance, mais tu as une perte de valeur qui s'explique par le différentiel de coupon que tu as par rapport aux nouvelles obligations. C'est aussi vrai dans l'autre sens, parce qu'on évoque le risque, mais ça peut être aussi un avantage. Quand tu achètes l'obligation LVMH à 5% et qui dure 7 ans, et par contre que les taux ils descendent à 2, bah, ton obligation, mécaniquement, elle prend de la valeur. Donc il y a un impact de taux qui est important seulement si tu veux vendre l'obligation en cours de vie. Si tu détiens l'obligation jusqu'à son terme, et bah, normalement, tu as juste le risque de défaut parce que tu n'as plus le risque de taux. Mais c'est quand même un risque important à prendre en compte parce qu'aujourd'hui, en fait, on investit dans des fonds obligataires qui sont re-rollés constamment. Donc, tu peux avoir un fonds obligataire qui peut partir à la cave. Et un des risques qu'on n'a pas sous-estimé et qui est assez paradoxal, c'est que les obligations qui étaient les moins risquées, donc les obligations d'État, sont celles qui ont le plus perdu en 2022 à cause de ce phénomène de duration, parce que la dette de l'État français, c'est sur 10 ans, tu as la dette aussi à 30 ans aux US, etc. Donc, tu as des obligations d'État qui sont jugées les plus sûres, qui ont perdu moins 15, moins 20% en 2022. Tu as les obligations investment grade qui ont perdu entre moins 12 et moins 15, et des obligations high yield qui, sur le papier, sont jugées les plus risquées. C'est la classe d'actifs qui a le moins perdu, parce que le high yield, tu as des durées de 3 à 5 ans environ. Investment grade, c'est plutôt entre 5 et 7 en moyenne. Donc, tu as un impact de la duration qui est fort. Donc, il y a le niveau de risque de la société qui est important, mais tu as l'impact des taux d'intérêt qu'il ne faut pas oublier. Et c'est pour ça que les obligations, en fait, c'est une classe d'actifs qui n'était pas du tout sexy, parce que bah, on a eu une période de taux à zéro, voire négatif. Donc les obligations, c'était un peu un truc de boomer, entre guillemets, où plus personne n'en faisait. Et il y a beaucoup de personnes, que ce soit des CGP, des banquiers, qui ne comprenaient pas vraiment le fonctionnement d'une obligation, parce que c'est bien plus complexe qu'une action, en soi, une obligation. Il y a des mécanismes bien plus complexes. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup de clients qui se retrouvaient avec des obligations pour avoir 2 ou 3% de rendement pré-2022, et on leur avait dit, bon, vous inquiétez pas, c'est un support qui est peu volatile, c'est ce que je disais tout à l'heure, en théorie, c'est plus volatile. Mais en 2022, ils ont pris entre moins 15 et moins 20 pour certains, alors qu'ils ont un profil de risque à 2 sur 7. Donc ça, c'est un risque à prendre en compte, que l'obligation, ok, si tu le veux jusqu'au bout, tu as ton remboursement en capital, sauf si la société fait défaut. Mais entre-temps, bah, ça peut être volatile quand même, selon l'évolution des taux. En 2022, c'était exceptionnel, on est passé de taux négatifs à des taux à 4, 4,5. Mais ça peut arriver. On comprend bien les risques. Benjamin, est-ce que toi, tu peux compléter sur les stratégies que mettent en place les sociétés de gestion pour réduire le risque et augmenter le rendement? Alors, je pense que ça a été bien dit, c'est-à-dire que il y a la démarche de détenir ou non jusqu'à son terme une obligation. En fonction des événements de marché externes, l'actif obligataire peut s'apprécier ou se déprécier. Et tout l'intérêt des gestions actives, évidemment, que nous on prône et qu'on met à disposition des investisseurs, c'est de déléguer aux gestionnaires, aux gérants, la décision d'achat ou de vente sur un marché secondaire, s'il estime que c'est plus ou moins pertinent de continuer à détenir ou non l'actif obligataire à ce moment-là. Donc il y a tout un système d'analyse qui est propre évidemment aux analyses financières propres à la société, aux analyses plutôt crédit propres à la notation de la société, aux situations bilancielles des sociétés et la situation de la dette, la couche de dette dans la société. Toutes ces analyses-là permettent aux gérants de prendre des décisions, et puis aussi sur l'historique, le comportement qu'a eu les sociétés vis-à-vis de leurs dettes passées, dans quelle mesure ils ont toujours été plutôt en ligne avec leur contrat. Voilà, il y a pas mal de choses qui permettent de réduire le risque, et je l'ai mentionné un peu avant, mais c'est aussi évidemment de multiplier le nombre d'émetteurs. Il faut savoir qu'en Europe, il y a à peu près entre 3000, on parle de 3000 à 5000 émetteurs
obligataire. Donc ça donne une bonne profondeur pour aller sélectionner des sociétés. La diversification reste le maître mot. Ouais, à mon avis, et je reviens à cette logique d'asymétrie, c'est quelque chose d'assez capital au final. Okay. Surtout des obligations, honnêtement aussi. Oui. Alors, nous, on a des produits dans lesquels on peut avoir plus jusqu'à 100, 180, 200 émetteurs, diversifiés sur différents secteurs, parce que c'est pour nous quelque chose d'assez important, ça c'est déjà capital, et puis en plus, ça permet aussi parfois d'être un peu plus opportuniste sur certains secteurs quand on estime que c'est pertinent. Et c'est tout aussi l'intérêt, c'est-à-dire que l'avantage, il est aussi d'aller chercher un secteur qui a été un peu touché. On parlait par exemple de l'année 2022, qui a coûté assez cher au secteur immobilier, parce que quand le coût de l'argent devient plus élevé, mathématiquement, l'investissement immobilier est plus compliqué. Et ben, à ce moment-là, c'est aussi une opportunité post 2022 d'aller voir comment les entreprises vont réduire leur taille de bilan, vont réussir à réduire leurs dettes. Et à ce moment-là, peut-être que ça sera intéressant d'aller acheter une dette qui, parce que dans l'environnement actuel, est pricée avec un taux assez élevé, en anticipant une potentielle détente de taux, parce que la condition et les conditions financières des sociétés sont améliorées. Très intéressant, on comprend mieux le risque. Maintenant, le rendement, on va le voir après. Dernier point, Axel, comment on peut adapter, j'ai envie de dire, cette stratégie obligataire à un client lambda et donc à un profil investisseur client également. Dans une allocation globale. Exactement. Alors nous, ce qu'on aime bien faire au niveau du cabinet, c'est de se dire, on avait la discussion la dernière fois avec Jérémy, Mercado, par rapport à la place des obligations dans une allocation par rapport aux actions. Et le discours qu'on a au niveau de la stratégie du cabinet, c'est de se dire, ok, aujourd'hui j'ai des supports obligataires performance, on va dire en moyenne à 5 ou 6% en 2025 à peu près, selon les catégories d'obligations, on va dire à 5 ou 6%. Est-ce que j'ai un intérêt à faire all-in sur les actions avec des marchés qui sont valorisés? Est-ce qu'ils sont au plus haut? Est-ce qu'ils sont... Ça, personne n'en sait, ça veut rien dire. C'est le marché qui a toujours raison. Est-ce que j'ai un intérêt à m'exposer à 100% sur le marché action, même si c'est la classe d'actifs historiquement qui a le plus de perf, aujourd'hui, alors que j'ai une alternative? J'ai différentes alternatives, dont les obligations, où j'ai fait mon 5 ou 6 en 2025 avec une volatilité qui n'est pas du tout la volatilité du marché action et qui me permet de saisir des opportunités sur le marché action si jamais ça déraille. Donc c'est un peu c'est pas du sans risque, mais c'est un peu toujours la notion de prime de risque, c'est de se dire ok, moi j'ai la partie obligataire qui me rémunère à 4, 5, 6, on va dire 5 en moyenne. Je préfère attendre sur une partie de mon portefeuille à 5% pour rentrer progressivement sur les actions ou pour saisir des opportunités. Bien sûr, ce que je dis, c'est valable aujourd'hui parce que le contexte de taux fait qu'on peut attendre, entre guillemets, avec peu de volatilité à 5%. Demain, si le contexte des taux revient comme c'était avant 2022, même si je pense que ça ne sera pas le cas, il n'y aura pas d'intérêt à cette stratégie. Donc l'idée, c'est de se dire, je fais de l'obligataire, je peux faire du DCA en arbitrant de l'obligataire vers les actions pour rentrer un peu tous les mois, tous les trimestres sur les actions, ou alors je peux tout simplement attendre que le marché déraille. Je ne sais pas quand il va dérailler, s'il va dérailler, mais logiquement, il déraille de temps en temps. Et à ce moment-là, saisir cette opportunité en utilisant la poche obligataire qui aura moins baissé logiquement selon la crise que le marché action pour saisir les opportunités et rentrer à ce moment-là sur le marché action. Donc pour moi, je vois vraiment ça l'obligataire comme pas forcément un investissement de très long terme, mais plutôt un investissement de contexte. Et ce contexte peut durer plus ou moins longtemps. Selon si les taux restent comme ça pendant 10 ans, ça peut être intéressant de faire de l'obligataire pendant 10 ans, avec bien sûr tout ce qui est prime de risque, etc. et l'intérêt d'aller sur l'investment grade ou la yield en fonction du contexte de défaut ou autre. Mais pour moi, c'est plutôt tactique que du très long terme. Et pour un profil prudent, c'est aussi la possibilité peut-être d'alléger la poche de fonds en euros pour aller vers des choses qui sont plus rentables peut-être sur 4-5 ans. Tout en prenant en compte que effectivement, l'obligataire, c'est pas magique non plus, que tu peux te prendre une paume comme on l'a eu en 2022, même si aujourd'hui c'est moins probable que les taux fassent plus 4% par rapport au niveau actuel. Ok, bon maintenant on a compris pourquoi il fallait mettre des obligations dans un portefeuille. Comment les choisir ces obligations? Comment choisir les meilleurs fonds obligataires, les meilleurs ETF? Comment choisir son allocation obligataire? Alors déjà, la gestion passive en obligataire, il n'y en a quand même pas énormément. Alors on peut l'assimiler à de la gestion datée, fonds à échéance. C'est-à-dire que j'achète sans obligation, je les détiens jusqu'à leur terme et je touche à rien. Ce qui pourrait être un peu assimilé à ça, et encore, il y a quand même parfois une gestion un peu active derrière. Mais de manière générale, l'actif obligataire est encore un actif sur lequel on n'a pas trop de gestion passive. Okay. Donc il y a quelqu'un qui est aux commandes, le gérant, et donc ça va être à lui en effet de piloter. Alors pour les fonds spécifiquement, vous allez avoir des approches de gestion qui vont être différentes. Certains vont avoir un cahier des charges qui va être plus ou moins large en termes de possibilités. Nous, on a des stratégies dans lesquelles, par exemple, on peut avoir des sensibilités négatives, ce qui nous permet de nous couvrir dans des phases de hausse de taux. Si on regarde des années comme 2022, on a des stratégies qui ont très bien performé parce qu'elles avaient ces capacités-là. Et donc, je pense que dans l'environnement de marché actuel, il faut embarquer des stratégies qui
ou des fonds qui peuvent avoir cette capacité de se couvrir dans des phases un peu adverses obligataires où on a des tensions sur les taux, que ce soit sur les taux courts, les taux longs. Je pense que ça, c'est assez important. Et puis après, c'est de l'analyse intrinsèque de société. C'est du yield, c'est du secteur. C'est se dire, est-ce que j'aime bien ce secteur? Nous, on a un secteur, par exemple, qu'on aime bien dans nos stratégies, c'est le secteur bancaire, parce qu'on a une très bonne expertise sur le secteur bancaire, on estime des rendements qui sont intéressants, on a des bilans qui sont très solides. Donc ça, après, c'est la capacité de l'équipe de gestion et du gérant à aller sélectionner cette banque plutôt que cette banque. Pourquoi une banque de réseau plus qu'une banque d'investissement? Parce qu'on a des cash flows qui sont plus récurrents. Et donc, les cash flows, en fait, c'est les flux de trésorerie à venir. On a plus de visibilité sur une banque de réseau que sur une banque d'investissement. Et donc, on est plus rassuré sur sa capacité à rembourser de la dette de manière continue. Donc, on va s'autoriser d'aller plus sur des banques de réseau, et peut-être dans des couches de dette un peu plus profondes, avec des rendements embarqués un peu plus intéressants, sur des dettes subordonnées bancaires, où là, au final, même si on est sur une notation investment grade, on va réussir à aller doper un peu les rendements pour réussir à aller chercher un peu plus que le 3,5% qu'offre une gestion investment grade classique. Mais j'aimerais bien que tu rentres un peu plus en détail sur la phrase que tu avais eue en début de podcast sur tu penses qu'il y a plus d'opportunités aujourd'hui sur les investment grade que le high yield. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi par rapport aux primes de risque, ainsi de suite? Exactement. Alors en fait, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que quand on décortique une émission de dette d'une entreprise, donc crédit, il y a une composante taux qui a été expliquée, donc qui est propre au pays dans lequel émet la société. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le spread de crédit, qui en fait correspond à l'écart entre le taux sans risque, qui est le taux inhérent du pays, plus le risque qu'on va allouer à telle ou telle entreprise. Donc ce que j'expliquais, évidemment, plus l'entreprise est solide financièrement et sérieuse dans sa manière d'aborder le marché obligataire et avec un historique et une confiance très importante sur les marchés, plus le paiement de ce spread de crédit va être faible. Voilà. À l'inverse, quand on commence à aller sur des entreprises qui sont plus jeunes, qui ont un peu moins de visibilité, moins de cash flow, là, dans ce cas-là, on va rentrer plutôt dans les entreprises qui vont dire high yield, où là, on aura une contrepartie qui sera une meilleure rémunération, mais un risque plus élevé. Voilà. Alors après, dire pourquoi nous, on estime qu'en ce moment, c'est plus intéressant, parce que si on a un peu travaillé tout le marché obligataire crédit, toutes les notations, et quand on regarde toutes les notations sur les 25 dernières années, et qu'on fait les percentiles de rémunération qu'on peut avoir sur les 25 dernières années, on trouve que sur la classe d'actifs obligataires, investment grade, et principalement actuellement sur des durées comprises entre 3 et 7 ans, on a plus de rendement que sur du 1 à 3 ans qu'on trouve déjà excessivement cher, et encore plus après. Voilà. Donc c'est une opportunité qu'on a trouvée à l'instant T, qu'on a dans le portefeuille, sur lequel on va investir davantage. Est-ce qu'on va les garder durablement? Ça pourra peut-être changer demain. Mais en tout cas, voilà, c'est une des raisons qui font que on privilégie plutôt cette typologie-là. Et là encore, une fois de plus, une fois qu'on a fait cette volonté d'aller plutôt sur l'investment grade moyen terme, 5-7 ans, ou 3-7 ans, il y a aussi une question de secteur. Après, il y a une question d'analyse de société, intrinsèque et autres. Et Axel, du coup, comment mettre des obligations en portefeuille? Tu as différents types de supports qu'on a évoqués, hein. Tu as des fonds actifs, comme Benjamin l'a évoqué. Tu as des fonds datés, on peut dire que c'est entre actifs et passifs, parce que généralement, ils attendent l'échéance, et puis entre-temps, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc les fonds datés, c'était la mode qui s'est redevenue à la mode en 2022, avec plein de fonds qui sont lancés 2027-2028, avec des rendements embarqués qui étaient élevés suite à la hausse des taux en 2022. Tu peux investir en direct sur des obligations. Donc, alors ça, on le conseille moins parce qu'on voit par exemple parfois des clients qui reçoivent des propositions de confrères où c'est d'investissement à 100 000 euros, parce que généralement les tickets sur les obligations, et c'est pour ça qu'on passe par des fonds, c'est des gros tickets. Hein. LVMH, ils vont pas s'amuser à faire des émissions d'obligations à 10 euros par part, sinon ça prendrait du temps. Donc parfois on voit des clients qui ont des obligations cotées ou non cotées, de sociétés non cotées, avec des rendements plus élevés, avec des tickets de 100 000 euros, des rendements à 8 ou 9%. Et ça, on le conseille moins, sauf si vous avez une surface patrimoniale énorme. Parce que mettre un ticket de 100 000 euros sur une seule société, c'est ce que disait Benjamin, c'est le risque de diversification, mais n'importe quelle société peut faire défaut. D'ailleurs, on le voit en ce moment aux États-Unis, il y a pas mal, notamment dans la dette privée, il y a quand même deux, trois grosses sociétés qui font défaut. Donc, ça, on le conseille moins. Donc, plutôt privilégier des fonds actifs, comme il l'évoquait. Les ETF, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des ETF obligataires parce que si tu veux reroller les obligations, tu n'as pas d'indice de référence à comparer. Donc, des fonds obligataires principalement, des fonds datés. En fonction de quand ils ont été lancés, en fonction du rendement embarqué et autres. Mais point important sur les fonds datés, il faut savoir en partir.
Parce qu'en fonds daté, tu as ton rendement qui est embarqué, donc tu sais combien tu vas gagner sur la période de 5 ans par exemple. Mais si tu as des événements qui font que tu as pris beaucoup de valeur en 1 an, 2 ans, par exemple une baisse de taux, si tu restes les 3 dernières années, tu vas rien gagner quasiment. Donc il faut savoir en partir. Donc c'est pour ça que moi je privilégie aujourd'hui avec nos clients les fonds actifs où tu as le gérant qui va faire le tri à l'intérieur du portefeuille, qui va savoir vendre une obligation quand il faut la vendre ou la garder quand il faut la garder et pas avoir ce souci de se dire mince, sur mon fonds daté, j'ai déjà bouffé la moitié de ma perf, ça fait 6 mois que c'est trop tard, faut que je le vende maintenant. Donc privilégier les fonds. Les obligations en direct, je ne suis pas un grand fan pour être honnête, sauf si vous avez vraiment une grande surface financière. Et les fonds datés au cas par cas en fonction de la date de lancement et du rendement qui est à l'intérieur. Bon, je vais poser une question à Benjamin. La dernière question du podcast. On a fait une performance cette année, comme l'a dit Axel, entre 5 et 6% sur les différents fonds. Ça peut aller jusqu'à 7, comme 4 pour certains. De ton côté, 2026, tu en penses quoi? Un bon cru ou pas? Ouais, Tu devais faire une estimation, là, c'est un clairement pari c'est une question piège parce que en qui fait, n'est que pour toi. je te réponds. Enfin, j'ai tout à risquer. Non, Ouais. je pense. Nous, on est encore confiants sur le marché obligataire parce Ok. qu'en fait, déjà, il y a une réalité, c'est que vous avez des rendements réels qui sont positifs. Ouais, Et ça, tout à fait. on n'a pas trop abordé, mais il y a quelque chose qu'on ne perçoit pas trop, c'est l'inflation. C'est quelque chose qui est c'est difficilement perceptible, l'inflation, Et mais pourtant, c'est qui ce qui- grignote l'épargne. Hein. c'est exactement. C'est quand même ce qui vient bien grignoter l'épargne. Et il faut reconnaître que avant 2022, vous aviez des rendements réels qui étaient en territoire négatif. Là maintenant, on est en rendement réel qui est encore positif. C'est-à-dire que quand on achète une investment grade, je parlais de 3,5, 3%, vous avez une inflation, alors en France, qui est autour de 0,90, donc c'est quand même assez faible. En Europe, autour de 2, 2,20. Mais vous avez 3,50 et vous enlevez 2,20, vous êtes 1%, 1,30 en rendement réel positif. Donc ça veut dire que ça, déjà de base, vous battez l'inflation. Votre investissement bat ce que devient vous grignoter l'inflation. Donc ça, c'est la première chose. Et puis on pense qu'on continuera à avoir des flux sur l'actif en tant que tel. On parlait des fonds datés, et ce qui est quand même assez intéressant, c'est que vous regardez en 2021, l'ensemble des fonds datés, ça représentait à peu près 47 milliards d'euros d'actifs. En 2024, on est monté à 220 milliards d'euros d'actifs, donc on a une croissance de 450% des stocks sur les fonds datés. Donc c'est vous dire à quel point il y a eu un engouement pour cette classe d'actifs. Et tout l'enjeu, c'est de dire, est-ce que c'est encore pertinent? Les fonds datés, une nouvelle fois, c'est une bonne stratégie quand les marchés sont naturellement baissiers, c'est-à-dire ou quand l'actif obligataire s'apprécie. Depuis 2024, on l'a vu en 2025, ça s'est un peu réduit, et le stock est passé à 195 milliards. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour nous, ça reste encore pertinent. 2026, c'est très difficile de dire à combien seront les performances. En tout cas, depuis le début de l'année, la moyenne des fonds datés font à peu près 2% de performance. C'est à peu près ça. Les fonds à échéance en 2025, ça fait à peu près 2%. Moi, je prône la gestion plus active. Nous, notre stratégie, on est plutôt autour de 5% sur cette année. Et l'année prochaine, écoutez, je reste optimiste et évidemment un peu opportuniste. Et je dirais qu'on devrait, j'espère, aller chercher 4-5% de performance, 6% de performance. Après, C'est ce que disent la plupart des gérants. Ça n'engage que toi. ça n'engage que moi. Et très honnêtement, c'est très difficile à anticiper. On est dans un contexte géopolitique changeant. à fait. On a un président Trump qui peut changer du jour au lendemain son discours, qui crée énormément de volatilité sur les marchés. Et en plus de ça, les performances passées ne présagent jamais des performances futures. Exactement. Et alors, on a quand même des coupons. Donc, on a quand même une certaine visibilité. On va pas mentir. Mais c'est la valeur liquidative qui peut bouger. Mais c'est la VL qui peut bouger, exactement. Après, d'un point de vue purement, et j'essaye d'être le plus objectif possible, si vous regardez sur les 25 dernières années, on est quand même dans un environnement où l'actif obligataire est encore relativement bien porteur. Merci beaucoup, Benjamin. Merci Merci à également, vous. Axel. Merci. Eh bien, merci également à vous d'être toujours aussi nombreux à nous écouter sur l'art de la gestion patrimoniale et financière. Merci de vous abonner, de continuer à liker, partager ou commenter notre contenu. Vous pouvez également vous abonner sur YouTube, mais également sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Dans tous les cas, nous on vous dit à bientôt, à la semaine prochaine.